Voilà, donc merci beaucoup d'être aussi nombreuses, surtout en cette fin d'après-midi. Un petit mot pour introduire le débat. Pour ne rien vous cacher, je suis né en 1972, et donc depuis que je suis né, en même temps, a été publié le rapport Halte à la croissance de Denis Meadows. Ça fait donc maintenant Ouais, ça fait maintenant donc plutôt une cinquantaine d'années que cette question est dans l'air et d'une certaine manière, depuis, le PIB a été multiplié par 4 et par habitant par 3. Moi-même, d'ailleurs, je n'ai pas arrêté de croître, je dois bien le reconnaître, je pense que ça se voit à l'écran. Et donc, c'est une question qui est toujours devant nous et qui a pris un tour bien sûr plus fort depuis que, de manière non seulement intellectuelle mais sensible, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il pleut trop, parce que nous avons des images de déprédation environnementale et de mort actuellement un peu partout dans le monde liées à la catastrophe en cours, non pas à ce qu'on nous annonce comme une catastrophe à venir, mais une catastrophe qui est en train de nous arriver, et des éléments d'effondrement que nous connaissons. Je viens du Nord, là, donc il y a des endroits où je pense que les gens comprennent à peu près qu'il commence à y avoir des sérieux soucis. Si je venais du Sud, je vous aurais dit qu'on aurait ressenti ça pendant l'été. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée qu'il va falloir changer et que cette table ronde s'interroge sur non seulement comment, mais aussi peut-être jusqu'à quel point ces changements doivent s'opérer. On en discute donc avec trois invités. Je les remercie extrêmement chaleureusement d'avoir pu se libérer pour ce débat. D'abord, Madame Selma Mahfouz, qui est inspectrice générale des finances, mais qui a également été en charge comme commissaire général à France Stratégie, puis ensuite qui a dirigé la DARES, autrement dit qui depuis de très longues années est une grande experte des questions de prospective et de calcul, et qui a participé avec Jean Pisani-Ferry à la rédaction d'un rapport qui est tombé à point pour alerter le politique sur la question du coût. Ça devait être un rapport sur l'évaluation des impacts macro de la transition, et finalement ça s'appelle un rapport sur les incidences économiques de l'action pour le climat. Le mot climat est indiqué, avec cette question des incidences économiques qui a fait beaucoup débat, puisqu'il y a énormément d'éléments importants. Le fait bien sûr qu'agir nous coûtera moins cher que ne pas agir, un chiffrage autour de 2 points de PIB pour la France du coût de cette adaptation, mais également bien sûr une nouvelle politique monétaire en creux dans le rapport, et puis aussi, vous le savez, des éléments sur la nécessaire levée de fonds, même temporaire, auprès, c'est de bonne économie et société, auprès des ménages les plus aisés, qui a fait évidemment le point le plus polémique. Par contre, il n'y a pas dans ce rapport d'idée qu'il faudrait rompre avec la croissance. Il y a même plutôt l'idée qu'après une transition, et c'est aussi l'idée d'une transition, d'autres perspectives de croissance pourront voir le jour. Et donc, c'est un rapport qui nous invite, d'une certaine manière, à une transition, une adaptation, pas forcément une rupture avec les perspectives de croissance. Et vous nous en direz quelques mots. Je donnerai pendant 10 minutes, si vous le voulez bien. Ensuite, je passerai la parole à Florence Janicatrice, pour ceux, puisque la salle n'a pas été renouvelée à 100%, qui ont assisté à la première table ronde. Eh bien, vous la connaissez d'une certaine manière déjà. Florence Janicatrice est économiste à Lille, au CLERC. Elle est une figure des recherches en socio-économie. Elle a créé la Revue française de socio-économie, l'Association française pour l'économie politique. Elle a présidé, et depuis de longues années, elle travaille sur la question des indicateurs alternatifs de croissance, dont on a compris dans la table ronde précédente qu'ils n'avaient pas tous à être monétarisés, de son point de vue, et a publié non seulement les nouveaux indicateurs de richesse, mais également des travaux sur l'indice des prix, et puis faut-il attendre la croissance, avec Dominique Méda. Et qui donc, Florence, reviendra, je pense qu'on le sent à l'annonce des titres de ses ouvrages, sur cette question de savoir si effectivement cette perspective de croissance est désirable ou doit être interrogée. Et dernière intervention, pour une fois, la part masculine clôturera la table ronde, mais en même temps elle l'a ouverte, vous allez me dire. Pierre-Henri Grenier, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, directeur exécutif de la Banque de la Transition Énergétique, Banque Populaire. Je crois qu'on peut dire que c'est une marque de la Banque Populaire, pas tout à fait une filiale, une marque, et qui donc
lui, d'une certaine manière, sur le terrain, a initié et fait essaimer un petit peu dans toute la France, essaimer sur ce territoire ici, puis fait essaimer dans toute la France, des modalités d'orientation, puisque c'est un autre levier de financement de l'épargne, vers des placements donnant lieu à de véritables, et je pense que toute l'interrogation est sur ce véritables éléments de transition écologique dans la manière de produire, en particulier de décarboner. Il nous expliquera comment et pourquoi, d'une certaine manière, c'est possible. Voilà. Alors, après cette introduction un petit peu plus longue que ce que j'aurais souhaité, je laisse la parole à Madame Mahfouz. Je vous remercie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, en 10 minutes, transition écologique, croître ou pas. Alors, je vais commencer par dire peut-être que c'est la question la plus difficile, la plus polémique et la plus mal posée, probablement dans le débat sur les incidences économiques de la neutralité climatique. Souvent, les questions ne sont pas claires, donc les réponses sont confuses. On ne sait pas de quel horizon on parle, on ne sait pas de la croissance de quoi, on ne sait pas si on parle de transition énergétique ou plus généralement de préservation de l'environnement. Et on ne sait pas si c'est un débat normatif et philosophique pour ou contre la croissance ou si c'est un débat descriptif et prédictif. Donc face à ça, ce que je vais essayer de faire en 10 minutes, c'est de répondre le plus clairement possible à des questions un peu plus clairement posées. Donc la première question qui me semble intéressant à poser, peut-être la question fondamentale, c'est en fait, est-ce qu'à terme, à long terme, 2050, il est possible de concilier neutralité climatique, c'est-à-dire en fait net zéro, zéro émission, et amélioration du bien-être, et pas seulement par rapport à un monde sans changement climatique, parce que ça, c'est un peu facile. Ce que les gens veulent savoir, c'est aussi quand même si demain, leurs enfants pourront vivre mieux avec la neutralité carbone et indépendamment du fait que de toute façon, on aura ce qu'on aura comme changement climatique. Donc, une autre façon de poser la même question, c'est est-ce qu'un monde neutre en carbone est nécessairement synonyme de réduction du bien-être? Bon, ça me semble la question fondamentale à laquelle on a envie de répondre, à laquelle on a même essentiellement envie d'avoir une réponse. Alors évidemment, à 2050, il n'y a rien qu'on sait de façon sûre. Mais il me semble que sur cette question de est-ce que un monde neutre en carbone est nécessairement synonyme de réduction du bien-être, il y a plutôt un consensus pour dire non, on peut avoir neutralité carbone et bien-être, ce n'est pas des notions complètement incompatibles. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par bien-être. Et c'est là que si tout le monde est d'accord pour dire que le PIB, ce n'est pas la bonne mesure du bien-être, jusque-là tout va bien, après, ça devient beaucoup plus compliqué quand on essaye de définir et de mesurer surtout le bien-être. C'est pas faute d'avoir essayé, il y a eu de nombreux travaux en ce sens, le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009, et actuellement, vous en avez peut-être parlé dans la table ronde précédente, l'INSEE travaille sur une mesure du produit intérieur net des dommages à l'environnement causés par les émissions. Donc il y a des travaux, mais pour autant, on est encore loin d'une mesure incontestée, universelle, unique du bien-être qui englobe tout ce qu'on voudrait englober dans cette notion. Alors si on creuse un peu plus, alors j'ai oublié de dire que si vous êtes intéressé, en plus du rapport dont Nicolas Postel a parlé, ce que vous avez peut-être moins vu, c'est qu'il y a des rapports thématiques. Il y a 11 rapports thématiques associés au travail qu'on a conduit avec Jean Pisani-Ferry, dont un rapport bien-être qui a été coordonné par Didier Blanchet et un rapport sobriété qui a été coordonné par Aude Pommeret qui peuvent vous intéresser. Donc, une partie des effets sur le bien-être des politiques climatiques va passer par des indicateurs assez traditionnels de niveau de vie, revenus, consommation. Tout ça, ça reste pertinent. L'impact que vont avoir soit des mesures de réduction des émissions, soit sur ça, ça reste pertinent. Mais on va aussi avoir des effets sur le bien-être qui passent par les effets sur la santé, parce qu'il y a des co-bénéfices à la réduction des émissions, marcher davantage, faire plus de vélo, c'est bon pour la santé, manger moins de viande rouge, réduire la pollution, donc on a des co-bénéfices. De l'autre côté, on peut avoir des réglementations
qui sont des restrictions de liberté, qui ont aussi un impact sur le bien-être, ne pas pouvoir aller dans une zone à faible émission avec son... Donc toute cette notion d'impact sur le bien-être est beaucoup plus complexe. Et puis pour compliquer encore un peu les choses, le bien-être, c'est la satisfaction des préférences des gens. Or ces préférences, elles peuvent changer, surtout à l'horizon 2050 et dans un monde qui se réchauffe. Les normes sociales peuvent changer. L'avion peut être considéré comme quelque chose qui est moins désirable, la viande rouge aussi. Le gaspillage, la surconsommation peuvent être plus prises en compte. Donc si les préférences changent, mesurer l'évolution du bien-être, ça devient quelque chose de très compliqué. Parce que est-ce qu'il faut mesurer la variation du bien-être avec les préférences d'hier, celles d'aujourd'hui, forcément... Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que cette notion que globalement, qualitativement, l'idée que la transition climatique n'est pas incompatible avec une amélioration du bien-être est relativement partagée, mais que quantitativement, la mesure de tout ça reste un grand défi sur lequel il faut encore progresser. Alors ceci étant dit, pour l'instant, j'ai un peu évité la question plus difficile, qui est la deuxième question, plus étroite, de la croissance du PIB. C'est-à-dire, est-ce que la transition appelle une baisse de la croissance du PIB? Alors là aussi, je pense qu'il faut, pour clarifier un peu le débat, distinguer deux horizons de temps. Le point d'arrivée, neutralité carbone, on a une économie décarbonée, et le chemin, la transition elle-même pour y arriver. Alors si je commence par le point d'arrivée, le long terme, la question c'est est-ce qu'une économie décarbonée, une économie où on sait fonctionner sans énergie fossile, croît nécessairement moins vite, de façon moins importante qu'une économie carbonée? Une autre façon de poser cette même question, c'est est-ce qu'on peut produire et consommer autant sans utiliser d'énergie fossile? En fait, c'est ça la question. Ou est-ce que les technologies vertes, à terme, quand on a fini la transition, sont forcément moins productives que les brunes? Alors, c'est une question plus d'ingénieur que d'économiste, en fait. Mais en fait, c'est aussi une question d'économiste, puisque derrière, on a les évolutions. Pour que ça soit aussi efficace d'utiliser des énergies non carbonées, il faut qu'elles ne soient pas plus chères que les énergies carbonées. Or, ce qu'on observe, c'est quand même une baisse extrêmement forte sur les dernières années et décennies du coût des renouvelables, des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait produire de l'électricité à partir d'énergie solaire à des prix qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 5-10 ans. Donc ça, en vrai, la vraie réponse, c'est on ne sait pas. Voilà, si je suis honnête, on ne sait pas. On peut discuter avec des ingénieurs, Jean-Marc Jancovici, tous ceux, etc. Certains vous diront c'est pas possible parce qu'on va buter sur des contraintes de ressources. On n'aura pas assez de place pour faire des éoliennes, on n'aura pas assez de foncier, on n'aura pas assez de cuivre, de lithium, etc. Mais en fait, à la fin, si on recycle, etc., c'est pas complètement sûr qu'on ne puisse pas. Donc, moi, sur le long terme, est-ce qu'une économie décarbonée, elle croît forcément moins qu'une économie carbonée? Je pense que la réponse... Moi, ma réponse aujourd'hui, ma compréhension des choses, c'est possible. C'est pas gagné, c'est pas impossible en tout cas. Alors là, j'ai parlé de décarboner. Il y a une autre dimension qui est évidemment les limites planétaires. Nous, c'est pas un sujet qu'on a étudié. On peut buter sur d'autres limites planétaires que la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des émissions. Il n'y a pas que la transition énergétique, il y a les questions de ressources d'eau. J'ai pas d'avis sur ce sujet, c'est pas un sujet qu'on a travaillé, donc on peut laisser ça de côté pour l'instant. Alors après, il y a la question de... Et de ce point de vue-là, la sobriété, parce qu'il y aura un peu de sobriété, on pourra revenir là-dessus dans les questions à terme. La sobriété, c'est pas la sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on définit comme le fait de réduire la consommation d'énergie sans que ça passe par des gains d'efficacité énergétique, elle n'est pas synonyme de croissance plus faible, et on pourra y revenir. Et donc, dernière question, c'est pendant la transition, en revanche, donc pendant la période où on réduit les émissions de gaz à effet de serre, là, pour le coup, on va devoir investir massivement pour construire des éoliennes, des panneaux solaires, rénover les bâtiments, investir dans des véhicules électriques, etc. C'est des investissements qui ne sont pas directement productifs, qui ne nous rendent pas plus riches collectivement. C'est pas quand on remplace une chaudière au gaz par une pompe à chaleur, le service de chauffage n'est pas fondamentalement différent. Et
Et pareil pour les autres investissements. Si ces investissements se font au détriment d'investissements productifs, d'investissements d'habitude, on investit on met des nouvelles machines pour que les gens soient plus productifs, et ça fait plus de croissance, donc du travail ou du capital. S'ils détournent des financements d'investissements productifs, on aura une réduction de la productivité et donc de la croissance dans la période de transition. Tous les arguments sur la réorientation du progrès technique du vert vers le brun pendant la période de transition, les travaux de Philippe Aghion et co-auteurs montrent aussi qu'on peut avoir un ralentissement de la productivité. Donc dans la période de transition, certainement, la transition va peser sur la croissance. C'est ce qu'on a appelé la décennie de toutes les difficultés. Donc il y a une décennie où la transition pèse sur la croissance, avec l'espoir qu'à terme, ça soit pas, il n'y ait pas une incompatibilité entre croissance et économie décarbonée. Et pourquoi je dis l'espoir ? Parce que c'est très bien philosophiquement de se dire un monde sans croissance, on a de la surconsommation, on peut être très heureux en consommant moins, en croissant. Mais il faut quand même voir que dans la croissance, le progrès technique, la croissance de l'économie, le fait que c'est ça qui fait que d'une génération à l'autre, les gens sont mieux matériellement. C'est qu'une dimension du bien-être, c'est certain. Mais en tout cas, quand on a une croissance nulle, ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui vont être moins bien que leurs parents, matériellement parlant. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir, même si, encore une fois, c'est que la dimension matérielle. Donc, je suis sûre que j'ai suscité plein de réactions. On verra dans le débat. Merci beaucoup. Merci pour avoir tenu le temps. Je passe la parole à Florence, qui du coup a une pression pour faire pareil. J'ai une énorme pression. De dire d'abord que je suis très heureuse d'être là, très honorée de pouvoir discuter avec Selma Mahfouz autour du rapport qu'elle a coécrit avec Jean Pisani-Ferry, et dire enfin, avant de commencer, que j'ai déjà débattu, moi, à France Stratégie, du rapport thématique autour du bien-être avec Didier Blanchet lui-même, et donc je me suis moins centrée là-dessus, mais à ce que j'ai entendu, j'aurais peut-être pu faire cela, mais enfin voilà, je vais parler d'autre chose. Et en fait, je voudrais présenter un peu ma lecture du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, et puis et entendre précisément quels pourraient être les points d'achoppement ou les points de discussion qu'on pourrait avoir. Donc le capitalisme, je vais quand même commencer par ça, même si je sais que dans cette assemblée ça peut être un mot qui fâche, mais le capitalisme a toujours fait montre d'une certaine capacité à s'adapter à des crises multiples qu'il a traversées. Mais jusqu'ici, il s'agissait plutôt de réformes pour s'adapter et non pas d'immenses transformations pour régler de manière structurelle des causes absolument de crises multiples. Et d'ailleurs, l'une des grandes difficultés à laquelle moi je suis confrontée, y compris quand j'essaye d'écrire ces quelques notes, c'est est-ce que ce qui nous arrive, c'est une crise ? Est-ce que ce qui nous arrive, c'est une crise comme une autre ? Est-ce que le mot crise désigne bien ce qui arrive ? Est-ce que une crise désigne bien l'effondrement qui est à nos portes, me semble-t-il ? C'est une vraie question. Et là, pour le coup, il y a un certain nombre d'auteurs dont les travaux du Resilience Center, de Rockstrom, en sciences de l'environnement, qui ont montré vraiment que dans la revue Nature, en 2009, puis en 2022, puis en 2023, que 6 des 9 limites planétaires étaient déjà dépassées. Donc si on prend au sérieux ces travaux de la revue Nature, on est déjà dans une forme d'effondrement, disons aux 2/3, si on pouvait quantifier ainsi ces limites planétaires. Alors je voudrais quand même ajouter au fait que à ces frontières écologiques planétaires, il faut quand même les combiner aux limites sociales, comme sans doute autant de balises qui visent aussi à jauger nos capacités collectives à vivre ensemble. Parce que là aussi, j'ai beau le tourner dans tous les sens, c'est bien de cela dont il s'agit, des limites sociales. Quelle est notre capacité à pouvoir vivre ensemble et pouvoir laisser à nos descendants une planète dans laquelle les individus, les collectifs, les communautés seront en capacité de vivre ensemble. On peut parfois en douter, pour une raison qui est que justice écologique et justice sociale sont intimement couplées, et il y a des tas de macroéconomistes qui défendent aujourd'hui une social écologie. Je pense à Éloi Laurent, à Gaël Giraud ou à Kate Raworth autour de ces travaux du Donut.
Bon, en tout cas, si ce qui me surprend, alors qu'on est vraiment, je pense pas dans une crise comme les autres, mais qu'on assiste à une sorte d'effondrement, il y a quand même encore une inertie spectaculaire, ou si j'étais plus élégante, je dirais en tout cas une lenteur assez déconcertante, à la fois de la part des institutions, des pouvoirs publics, des acteurs économiques, mais aussi des citoyens, et nous peut-être aussi, en particulier les plus pollueurs, non pas pour s'adapter, mais pour réagir vigoureusement face à cet effondrement, pour résister. Et donc il me semble qu'on doit être dans un changement paradigmatique total, et que le ripollinage à partir de nos logiciels de pensée sont sans doute plus du tout les bons. Et précisément, il y a des résistances stratégiques, à mon avis, à une transformation radicale qui peuvent tenir à des questions d'intérêt économique, mais je ne vais pas penser à ça. Je vais essayer de me limiter à des formes de dépendance cognitive au sentier et à une certaine inertie des logiciels de pensée, et en particulier des économistes, parce que l'économie mainstream, elle s'est emparée depuis très longtemps de la problématique de l'environnement, très très longtemps. On l'a déjà dit dans la table ronde tout à l'heure, économie de l'environnement, des ressources naturelles, mais vraiment la manière de penser l'environnement, c'est toujours envisagé sous l'angle du marché, des défaillances de marché, des externalités, avec évidemment en toile de fond que la nature serait enchâssée, ou en tout cas enchâssable toujours dans l'économie. Alors je reprends les externalités d'abord. L'économie de l'environnement, elle est assez prompte à refaire l'histoire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que elle laisse entendre que c'est parce que la nature n'avait pas de prix jusqu'à récemment qu'elle a été autant dégradée. Et donc les pollutions seraient qu'une externalité du système, le changement climatique ne serait qu'une externalité du système, l'effondrement de la biodiversité ne serait qu'une externalité du système. De même que l'économie de l'environnement est souvent développée sous l'angle d'un choc externe au système. Et au fond, cette manière de penser les crises, c'est une extension, me semble-t-il, de l'externalité. Et il y a même des économistes assez visibles, je vais quand même le reciter, Jean Pisani-Ferry, qui considérait que la crise du Covid, ça pouvait être comparé à un choc de météorites. C'est intéressant, parce que ça néglige quand même superbement les travaux de l'IPBES, qui suggèrent quand même le rôle structurant joué par les zoonoses dans les épidémies, et donc le caractère endogène de ce qui nous arrive. C'est ça, la question centrale, elle est vraiment là. Est-ce qu'on considère que ce qui nous arrive est extérieur à nous et qu'il n'y a pas de responsabilité, ou est-ce qu'on considère qu'on est pris dans une dynamique ensemble, évidemment, avec des contraintes fortes, de l'hystérèse, comme dirait l'autre, qui fait que nous allons dans ces catastrophes et ces effondrements avec le sourire. Et cette narration vraiment d'une extériorité des crises et des catastrophes, elle est vraiment commode, parce qu'elle permet de s'exonérer des contradictions internes du système, s'exonérer des responsabilités structurelles, etc., etc. Bon, je vais terminer sur un point sur cette première partie. Le mythe de la compensation, elle est, je l'ai déjà dit, mais elle est vraiment problématique, et elle est aussi en lien avec le fait que l'économie de l'environnement fait du marché la seule institution légitime. Dans le rapport Pisani-Ferry-Marfouz, il y a des bons mots qui sont choisis, me semble-t-il, alors j'y mets un peu de normatif, pardon, qui laissent penser qu'une révolution de la pensée est en cours, puisqu'on parle de planification, on parle de réglementation, on parle de régulation des quantités consommées, ce qui va nous arriver. Réguler les quantités consommées, ça veut dire sobriété, ça veut dire des chocs négatifs, quantitatifs, et donc ça veut dire décroissance. C'est une autre manière de le dire, mais bon. Et donc c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a une éventuelle avancée, en tout cas qu'on a une prise de distance vis-à-vis du mythe de l'autorégulation du marché. Mais quand même, quand on lit bien le rapport, le signal prix et la meilleure information du consommateur sont toujours quand même présentés comme le golden standard. C'est quand même à partir d'eux qu'il faut penser le monde. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est incapable collectivement de changer de paradigme, de la même manière que la compensation, elle est mobilisée pour réinternaliser les externalités, un peu comme si on aurait une sorte de commerce contemporain des indulgences. Aux effets de gaz à effet de serre, on répond compensons. Mais comme le diable est dans les détails, vous savez que dans une analyse purement internaliste, il y a plusieurs manières de compenser pour les entreprises qui sont émettrices de gaz à effet de serre. On peut reconstruire à l'identique, mais les sciences de la biologie disent que c'est absolument impossible. On ne reconstruit jamais à l'identique. On peut reconstruire ailleurs et plus tard, et on peut compenser autrement et ailleurs. Par exemple, planter une forêt ou installer des éoliennes en contrepartie des kilomètres de parcours en avion. Donc ces compensations, évidemment, ne nous aident pas à penser le monde et aux urgences.
Alors la conséquence de ces pensées dominantes, c'est qu'elles disqualifient vraiment, me semble-t-il, quand même, d'autres perspectives que le modèle de croissance. Et je pense malheureusement qu'elles disqualifient aussi celles et ceux qui promeuvent ces autres modèles que le modèle de croissance, que ce soit la décroissance ou la post-croissance. Et je le regrette un peu parce que il y a des travaux qui sont explicitement disqualifiés, Tim Jackson, Peter Victor, alors qu'il y a eu du Beyond Growth aussi au niveau de l'Union européenne qui aurait pu être intéressante à discuter. Il y a des arguments d'autorité qui sont mobilisés. Je cite le rapport qui dit que la décroissance, ça signifierait un retour en arrière de plusieurs siècles. Bon, je rappelle que croissance nulle, ça veut dire simplement pas plus de croissance que l'année précédente. Alors, je sais bien qu'il faut raisonner en dynamique et pas en statique, mais pas plus de croissance que l'année précédente. De toute façon, c'est pas loin de ce qu'on a, puisqu'on a une croissance particulièrement spectaculairement faible depuis des années. Enfin, on est dans l'épaisseur du trait, dans les conventions de mesure, en fait. Et je lis aussi dans le rapport, ce serait économiquement trompeur. Ce qui est un peu surprenant, page 46, il est dit qu'il est possible de raisonner en décroissance si on est philosophe ou sociologue, mais pas quand on est économiste. Et ce serait socialement désastreux, je cite encore, à demander à celles et ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois de se serrer davantage la ceinture au nom de finalités supérieures. Comme si celles et ceux qui défendaient des modèles paradigmatiques post-croissance demandaient aux plus pauvres de devoir compenser les excès des plus riches, ce qui est évidemment pas du tout la philosophie. Et d'ailleurs, autre question, pourquoi le chapitre justice sociale du rapport Pisani-Ferry n'arrive-t-il qu'en 9e chapitre sur 11 chapitres? Pourquoi n'y a-t-il rien sur le partage du temps de travail, rien sur la fiscalité redistributive? Il va de soi que l'écologie ne peut être que de la social écologie, et il ne me semble pas que ce sont ceux qui développent de la post-croissance ou de la décroissance qui envisagent de demander à celles et ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois de se serrer la ceinture. Alors, le rapport, il recommande de trouver la voie d'une nouvelle croissance, mais dans le cadre explicite de la croissance endogène. Et la croissance endogène, c'est précisément la croissance qui considère que la croissance peut être infinie dans un monde pourtant fini, puisqu'en gros, la croissance, elle permet des ressources économiques qui permettront un supplément d'innovation, qui permettront du capital humain et qui lui-même permettra d'engendrer des gains de croissance supplémentaires. Et cet imaginaire de la croissance endogène, qui est très très défendu par les économistes, macroéconomistes aujourd'hui, cette croissance endogène, elle est à mon avis, là encore, une manière de nous empêcher de penser le paradigme vers lequel il nous faudrait aller, en particulier parce qu'elle fait de la croyance dans le progrès technique et dans les innovations l'alpha et l'oméga de l'ensemble des compensations qui ne sont pas qui ne sont pas pensées. Et il me semble que ne sont jamais réinterrogées une autre manière de penser. Moi, j'ai ce sentiment un peu humble qu'il faudrait, si on accepte l'idée que l'urgence est absolue, qu'on n'est pas dans une crise comme une autre, qu'elle n'est pas externe, qu'elle est endogène au système, il faut repartir des besoins fondamentaux, évidemment des besoins fondamentaux à débattre collégialement, un petit peu comme Bruno Latour le proposait au moment du Covid, non pas dans une vision ontologique, parce que évidemment, les besoins, il faut les débattre ensemble, mais il faudrait le faire dans les limites planétaires, qu'elles soient nationales ou territoriales. Et de ce point de vue, si on réoriente la question sous cet angle-là, repartir des besoins fondamentaux et ensuite nous équiper d'institutions qui permettent de repartir des besoins fondamentaux, la question centrale, c'est celle de la nécessaire refonte en profondeur de l'ensemble de nos institutions. Ne serait-ce que pour que nous ne partions pas dans le chacun pour soi lorsqu'on sera vraiment dans l'effondrement. Et c'est ça vraiment la question. Comment allons-nous protéger notre humanité lorsque l'effondrement sera là? Comment font les gens du Nord-Pas-de-Calais pour défendre leur humanité? Si nous n'avons pas les institutions qui soient garantes du maintien et de la protection de notre humanité, eh bien, ce sera du chacun pour soi et je ne donne pas longtemps à notre capacité à vivre ensemble. Nos institutions sont notre humanité d'une certaine manière. Et donc, il est urgent de repenser les institutions de la redistribution économique et sociale. J'ai pas la réponse, mais c'est quoi les institutions de la protection sociale dans un monde post-croissance? C'est quoi les institutions d'une souveraineté alimentaire relocalisée? C'est quoi les institutions d'une reconversion professionnelle écologique de toutes celles et ceux qui n'auront bientôt plus d'emploi
parce qu'on va devoir fermer des secteurs ou parce que des secteurs seront fermés malgré nous. Quelle fiscalité redistributive? Et il me semble qu'il faudra créer des gouvernances polycentriques dans le prolongement des travaux d'Elinor Ostrom, repenser sans doute la notion de centre de territoire et expérimenter des séquences de démocratie locale et participative qui, à mon avis, mais vous le savez pour certains d'entre vous, seuls peuvent nous permettre de poser la question de vers où nous voulons nous aller, en ne renonçant pas au partage des savoirs et donc en ne laissant pas la réponse dans les seules mains des experts et en créant peut-être territorialement des conférences citoyennes autour du climat, de la biodiversité ou de notre capacité à protéger notre commune humanité dans cette période d'effondrement. Merci. Bon, je vais changer un peu de registre. Moi, je ne suis pas économiste, je suis banquier. J'ai 57 ans. Donc moi aussi, je me questionne sur ce que mes enfants vont connaître demain et puis sur cette capacité aussi qu'auront les entreprises d'avoir une durabilité. C'est vraiment une question qu'on se pose en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que banquier aussi. Alors j'ai aussi d'autres casquettes. Je suis conseiller au Césaire, au Conseil économique, social et environnemental d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis aussi membre de la convention entreprise climat d'Auvergne-Rhône-Alpes, du bassin lyonnais, ce qui me permet d'être un bon observateur, en fait, de voir comment les entreprises, les PME aujourd'hui, appréhendent ce changement nécessaire de modèle qu'elles ont devant eux, qu'elles ont devant elles. D'abord, les banques aussi ont besoin de se transformer. Moi, quand j'ai créé la Banque de la transition énergétique il y a 3 ans, c'était un constat qu'on ne pouvait pas continuer comme avant. La durabilité, moi je suis une banque populaire, donc c'est une banque coopérative, territoriale. La durabilité d'une banque, elle tient à la durabilité de ses clients. Et nos clients ne seront durables, notamment les entreprises et les PME, que si elles prennent le chemin de la transformation, notamment énergétique, donc elles investissent. Pour investir, il faut des financements, et pour des financements, il faut une banque. Donc on avait cette obligation quasiment circulaire de pouvoir accompagner nos clients entreprises vers leur transition énergétique. Et c'est ça que j'ai créé avec la Banque de la transition énergétique. C'est-à-dire que pour financer la transformation nécessaire. Et pour financer, on a besoin de quoi? Tout bêtement, pour prêter, on a d'abord besoin de ressources. Vous savez qu'en banque, on ne prête que l'argent des autres. On prête l'épargne qui a été collectée. Donc on a besoin d'avoir déjà de l'épargne qui permet de faire les financements. Donc c'est pour ça qu'on a créé au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes des livrets, des comptes à terme, avec cette promesse de pouvoir tracer l'épargne vers des projets de transformation et de transition énergétique pour nos clients. La deuxième chose dont on a besoin pour prêter, c'est de l'expertise. Comme qu'on ne prête pas notre argent, mais l'argent des autres, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, c'est très souvent un des problèmes qu'on a en banque, c'est qu'on ne comprend pas. Et un banquier qui ne comprend pas, c'est un banquier qui ne prête pas. Moi, j'ai longtemps présidé le comité de crédit de la banque. Quand on me présentait un projet que je ne comprenais pas, je disais non, parce que, comme je répète, on prête l'argent des autres. Mais on peut inverser la proposition, on peut apprendre, comprendre pour prêter. C'est ce qu'on a fait avec la création d'équipes d'experts sur la transition énergétique, sur cette capacité de former les chargés d'affaires, de former les conseillers. C'est du pratico-pratique, ce que je vous dis, mais c'est ce qui marche. Et puis après, on s'est aperçu que l'épargne expertise était nécessaire, mais ce n'était pas suffisant. Puisque les entreprises, les PME, elles n'ont pas besoin de financement. Elles ont d'abord besoin de solutions pratiques pour assurer leur transition énergétique ou leur transition environnementale. Or, moi, je suis qu'un banquier, je ne suis pas moi qui vais je ne suis pas énergéticien, je ne suis pas bureau d'études. Donc, toute l'idée, ça a été de créer un écosystème et de coopérer avec des entreprises expertes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir prescrire des solutions de transition à nos clients. Alors, cher monsieur patron de PME, là, vous avez un sacré enjeu de réduction de votre émission de carbone. Vous avez de la chaleur fatale qu'il faut arriver à récupérer. Eh bien, j'ai un bureau d'études qui est capable de le faire. Et un patron de PME, il fait confiance en 2 personnes, son expert comptable et son banquier. Donc, on a une action, une capacité
à pouvoir être des acteurs, d'activer la transition des entreprises. Et ce que je vois sur le terrain, c'est que les entreprises, elles se transforment très profondément. C'est qu'elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas continuer comme avant. Et ça, moi, on pourra en reparler ensuite dans les questions, mais pour moi, ça fait vraiment écho au... Alors d'abord, ça fait écho aussi au rapport de Madame Mahfouz, quand on dit qu'il y a 66 milliards d'investissements annuels jusqu'au net zéro de 2050, et que ça va être effectivement un gros problème de financement, il faut mettre, à mon avis, en relation avec les 6 000 milliards d'épargne des Français aujourd'hui. On a quand même une capacité, en traçant l'épargne des Français, en mobilisant l'épargne des Français vers la transition énergétique, des capacités d'investissement dans les entreprises, et pour autant qu'on ait une traçabilité démontrée entre l'épargne et les crédits qu'on va faire derrière. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent. On a prêté 400 millions, on a collecté 400 millions, on a reprêté 400 millions de projets de transition énergétique, rien que sur la petite région Auvergne-Rhône-Alpes pendant 3 ans. Alors c'est à notre petite échelle, mais je pense que ça peut passer à l'échelle pour être quelque chose de plus important, de mobiliser l'épargne pour effectivement assurer cette transition. Parce que les entreprises, elles ont besoin de se transformer. Moi, je fais souvent référence au scénario de l'ADEME. Je ne sais pas si vous avez lu le scénario de l'ADEME. Ils ont comme mérite d'être des récits. Des récits de 4 scénarios. Comment faire pour atteindre le net zéro en 2050 ? Et donc, c'est des récits qui sont parfois un peu naïfs, mais qui ont le mérite d'être cohérents dans leur approche, qui vont parler de l'alimentation, qui vont parler des transports, de la gouvernance, de l'urbanisme, de la façon de vivre. Et il y a 4 scénarios. Et les 4 parviennent à la décarbonation, le net zéro en 2050, avec 4 voies différentes. Il y en a, le premier, c'est ce qu'on appelle la génération frugale. Le deuxième, c'est les collaborations territoriales. Le troisième, la technologie verte. Et le quatrième, c'est le pari réparateur. Alors, il y en a 2 quand même qui interpellent. Le pari réparateur, c'est en gros, on continue comme avant et puis il y aura des scientifiques qui trouveront la méthode pour absorber le carbone dans l'atmosphère. Bon, auquel cas autant mettre un cierge à Fourvière. Bon, donc celui-là, on peut peut-être le mettre de côté. Et puis, l'ADEME montre aussi très clairement que la génération frugale, qui implique beaucoup de contraintes, souffre d'un manque d'acceptabilité vis-à-vis de la population. L'ADEME a fait ce qu'ils appellent des feuilletons pour faire des focus sur les différentes hypothèses qu'ils ont prises. Effectivement, il y a un manque d'acceptabilité, surtout dans un environnement démocratique où la voix de la cigale vaut autant que la voix de la fourmi. Donc c'est des vraies questions. Et puis il y a 2 récits qui sont assez intermédiaires, qui donnent des pistes de transformation. Et pour revenir à la question de la croissance, ce qui est extraordinaire, c'est que les 4 scénarios, ils montrent une croissance du PIB. Alors pas linéaire, pas la même sur les 4 scénarios, mais même la génération frugale génère une croissance du PIB. C'est peut-être pas le bon indicateur, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que la décroissance du PIB n'est pas une fatalité et n'est pas liée à la décarbonation elle-même. Ça peut être lié à d'autres choses. Alors, le fait qu'on se fracasse contre des limites planétaires, oui, mais la décarbonation, le net zéro 2050 n'inclut pas forcément, c'est ce que montre l'ADEME, une diminution drastique de la croissance. Même dans le scénario frugal, la croissance qui émerge en moyenne jusqu'à 2050, c'est du 1,1% contre une croissance à 1,3% en tendanciel, tel que le calcule l'ADEME. Et moi, la question que je me pose, c'est la vraie question que je vois que se posent aussi les entreprises aujourd'hui, et notamment à travers la Convention Entreprise Climat, qui réunit beaucoup de chefs d'entreprise, la question, c'est plutôt de savoir, et je vous invite à y réfléchir, c'est faut-il gagner moins? Est-ce qu'il est meilleur de gagner moins ou de perdre moins? Alors tout le monde me dit gagner plus, mais gagner plus, là on se fracasse contre les limites planétaires, c'est pas possible. Mais entre gagner moins et perdre moins, c'est une vraie question. Et effectivement, moi la réponse personnelle que j'ai, et celle des chefs d'entreprise que je côtoie, c'est vraiment cette acceptation d'un nouveau mindset de gagner moins. Parce que gagner moins, on gagne quand même. Mais il faut accepter de changer complètement sa façon de raisonner. Dans l'environnement qu'on a aujourd'hui, on privilégie toujours dans les performances économiques le relatif par rapport à l'absolu. Si vous avez une entreprise qui faisait 100 de résultats et qui fait plus que 80, elle a baissé son résultat, elle baisse sa performance. Une entreprise qui perdait 100 millions et qui perd plus que 80, elle a amélioré ses performances.
C'est ridicule. Hein. Il faut arriver, je pense, à pouvoir privilégier, si on veut atteindre les limites planétaires, le gagner moins, mais gagner quand même. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais on va déjà faire un premier tour de table. En particulier, Selma, vous avez déjà des éléments de discussion et de réponse à apporter. Oui, je voulais réagir un petit peu parce que je suis un petit peu désolée, je dois dire, hein, de la nature du débat tel qu'il a été posé par Florence Janicatrice. Le débat est utile, hein. Le débat il est nécessaire, il est indispensable et si on a produit ce rapport, c'est pour susciter du débat et il en a suscité, y compris sur les propositions que vous avez rappelées et sur d'autres choses. Mais le débat, il suppose, je trouve, de pas être dans la caricature, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai eu l'impression, en vous entendant, que vous n'aviez pas du tout compris ce qu'on avait cherché à faire. Ce qui m'attriste. Alors moi, je vous invite, les jeunes là, qui applaudissez, lisez. Lisez par vous-même, c'est très lisible. C'est très lisible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez. Et puis après, faites-vous une idée et parlez-en entre vous. Parce que réparer la société, la démocratie, c'est indispensable. Je veux dire, on le fait peut-être, vous le faites peut-être, vous y travaillez, j'espère, dans vos engagements personnels, etc. Mais plus modestement, ce qu'on a cherché à faire ici, c'est beaucoup plus modeste, c'est beaucoup plus concret, c'est répondre à la question suivante. C'est de dire, à l'horizon 2030, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre comme on s'y est engagé, de 55%, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on fait? Et qu'est-ce que ça implique économiquement? Parce que l'économie, c'est quand même quelque chose qui... On peut considérer qu'aujourd'hui, l'économie n'a aucune pertinence, que dans un monde où la géopolitique et d'autres enjeux l'emportent, etc. Mais c'est une des lectures, pas la seule, mais c'est une des lectures de la réalité, une des clés de compréhension de la réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030? Ça veut dire les réduire de temps dans le secteur du bâtiment résidentiel. Et pour ça, 50 millions de tonnes à peu près. Ça veut dire remplacer les 3 millions de chaudières au fioul par des pompes à chaleur. Ça veut dire remplacer au moins une partie des chaudières au gaz par des pompes à chaleur. Et ce qu'on a fait, c'est calculer combien ça coûte en plus. Parce que les pompes à chaleur, c'est plus cher que les chaudières au gaz. C'est remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Qu'est-ce que ça coûte au ménage? Combien ça représente pour un ménage de la classe moyenne ou des classes populaires de ce genre d'investissement? Et comment il va falloir les aider? Et oui, le chapitre sur la justice sociale arrive en neuf parce qu'avant, on calcule d'autres choses et que c'est la suite logique et que ça arrive en 9 sur 11. Je ne vois pas en quoi c'est un argument contre le rapport ou alors vraiment les bras m'en tombent. Donc simplement, lisez, débattez, mais ce qu'on a fait, c'est compter les haricots par certains côtés, comme dit Jean Pisani-Ferry, c'est regarder qu'est-ce que ça veut dire. Et ce qu'on dit, c'est que ça veut dire qu'il va falloir investir. Il va falloir, c'est une grande transformation de l'économie, parce que c'est une révolution industrielle de changer de système énergétique dans cet horizon, et on ne parle que de la réduction de nos émissions. Donc c'est un petit sujet par rapport à tout ce que vous avez occupé, qui est également important, hein, je nie pas, et dans d'autres pans de ma vie, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, mais là, sur le rapport, lui dire qu'il ne traite pas tout ça, je trouve que c'est un petit peu facile. Nous, on a regardé ce sujet, qui est à la fois petit et énorme, parce que réduire nos émissions, c'est pas simple, mais aujourd'hui, d'ici 2030, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, on a regardé combien ça coûte, ce que ça suppose pour chacun et comment on peut rendre ça possible. Parce qu'à un moment donné, si on ne le fait pas, et on explique pourquoi il faut le faire en France, même si on n'est qu'1% des émissions, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on se regarde tous et on dit, ok, la maison brûle, comme vous l'avez dit, et la crise est une crise qui nous fait tous peur. Moi, j'ai des enfants de votre âge, etc. Et effectivement, on n'a pas envie du monde qui vient dans tous les domaines. Mais en même temps, on est tous là à dire « Ah non, mais le débat, c'est pas celui-là. C'est pas le bon logiciel pour raisonner là-dessus. Il faut changer de paradigme. » Très bien, changer de paradigme. Mais concrètement, on fait quoi à un moment donné? Moi, ça ne m'intéresse pas de changer de paradigme. Moi, je veux qu'on réduise les émissions à un moment donné. Et ça suppose de remplacer des chaudières au fioul et des véhicules thermiques et d'isoler des bâtiments et de construire des éoliennes, etc. Donc, on est beaucoup plus concret. Mais à un moment donné, si ça vous intéresse, lisez, faites-vous votre idée. Mais vous ne laissez pas complètement... et faites la révolution par ailleurs si vous avez envie. C'est un autre sujet.
pour changer les institutions et pourquoi pas, et faites de la politique, etc. Mais on ne peut pas tout mélanger parce qu'à la fin, on ne fait rien. Quand on veut renverser la table, parfois on ne fait pas les petites choses qu'on pourrait faire qui sont chacun changer ses comportements dans le bon sens. Bon, merci, ça y est, merci beaucoup. Donc, on va faire circuler le micro, même si le débat, le rôle de modérateur n'en est que rehaussé, existe déjà. Première remarque, peut-être, pour suivre votre invitation à lire les rapports, ils sont disponibles en ligne, puisque la question a été posée. Donc, vous pouvez aller regarder sur le site internet, vous tapez sur Google, et c'est sur Point Stratégie. Effectivement, je dis le rapport, vous avez bien fait de rappeler de dire qu'il n'y en avait pas qu'un, parce qu'en fait, il y en a donc une synthèse et 11 rapports thématiques, comme vous l'avez rappelé. Et puis de même, vous pouvez lire les différents travaux qui ont été ici évoqués. J'ai deux questions qui sont arrivées. Une première qui propose de réfléchir au fait que, plutôt que de poser la question de la croissance, est-ce que la discussion serait différente ou les prises de conscience si on arrivait finalement à parler plutôt des limites planétaires que des questions de croissance? Autrement dit, et peut-être que là-dessus vous en êtes d'accord, la manière de poser le problème déjà, qui ne nous appartient pas ici dans la table ronde, mais qui nous est toujours posée, en particulier aux économistes, c'est-à-dire se positionner sur cette question de la croissance, ne nous enferme-t-elle pas dans un débat difficile, tandis que si on le posait à partir des connaissances écologiques, finalement, il serait différent. Deuxième remarque, peut-être, de quelqu'un de plus jeune, qui dit: peut-on sérieusement envisager de vivre mieux que nos parents? Autrement dit, est-ce que ce que nous avons connu au XXe siècle n'est pas une parenthèse de l'histoire en termes, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons démographiques, pour des raisons qu'au fond on connaît bien? Autrement dit, est-ce que ça peut être un guide pour notre avenir, ou est-ce qu'il ne faut pas, évidemment, je pense que c'est la question, assumer cette idée que sur le plan matériel, il n'y aura pas le même niveau d'amélioration? Ce qui ne veut pas dire, je pense que là aussi on est d'accord, qu'on ne vivra pas moins bien. Donc je pense que... Voilà, alors je vous laisse peut-être faire un premier tour, et puis je ne sais pas si vous distribuez, s'il y a des questions dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait? On répond? Alors bon, je confirme quand même ce que j'ai dit sur la base de ce que j'ai lu du rapport. Et la grande difficulté est que je ne sais pas si c'est moi qui pose mal le débat, ou si c'est le rapport qui disqualifie quand même très largement toutes celles et ceux qui déploient depuis des décennies des travaux autour de la décroissance ou de la post-croissance, tout en le faisant dans le paradigme de l'économie. Donc ça, c'est quelque chose que nous n'aurons pas en commun. Mais je vais revenir sur la question du vivre mieux que nos parents. Ce qui est très intéressant dans le rapport, c'est d'ailleurs le chiffre qui a beaucoup circulé de ces dizaines de milliards, 66 milliards à investir d'ici 2050, et qui ont été aussi rappelés par un autre propos ensuite. Mais moi, c'est pas tellement le chiffre qui m'a intéressé, c'est le fait qu'il soit dit dans le rapport, et je trouve ça tout à fait passionnant, qu'il ne faudra pas orienter ces investissements vers des gains de productivité, mais il faudra les orienter vers de la décroissance de la matérialité. En tout cas, il faudra, pour essayer de réduire la matérialité de nos consommations, des ressources naturelles, etc. Et là, on voit bien que peu ou prou, ce type d'investissement, c'était d'ailleurs, enfin bon, je n'ai pas le temps de faire le parallèle avec le paradoxe de Solow, mais on retrouve un peu de ça. On va avoir des très très gros investissements, mais qui ne conduiront pas nécessairement à la croissance économique. Et au fond, tant mieux sans doute si on veut éviter la grande catastrophe ou le grand effondrement. Quant à vivre mieux que nos parents, la question est tout simplement que j'aurais envie de retourner, c'est qu'est-ce que ça signifie vivre mieux, en fait, hein? Et là, on rejoint la discussion que Selma Mahfouz avait sur le bien-être, qui est peut-être aussi, à mon avis, une mauvaise manière de poser la question, parce que le bien-être est toujours vu d'un point de vue individuel. Quelle sera notre capacité à avoir une forme de bien-être collectif dans le futur? Et donc, vivre mieux que nos parents, si c'est en termes de niveau de vie économique par habitant, moi, je suis assez proche de ce point de vue-là de Bruno Villalba d'AgroParisTech, et c'est de dire que non, je pense que nous aurons été un épiphénomène dans l'histoire.
C'est mon point de vue. Maintenant, vivre mieux que nos parents sous l'angle de notre capacité à vivre ensemble, à nous construire un autre destin que celui d'être dans du consumérisme et du productivisme, là, il ne tient qu'à nous et à nos institutions de construire et d'imaginer une autre manière de construire un projet de société qui ne soit pas complètement économiciste et qui nous permette d'aller de l'avant. Oui, donc sur les limites planétaires, moi je redis que ce n'est pas un sujet que j'ai travaillé, donc je ne m'exprimerai pas, j'aime pas parler de choses que je ne connais pas bien. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais après, sur peut-on envisager de vivre mieux que nos parents ? Moi, c'est une question, c'est une question immense. C'est une question immense. Pareil, moi je pense je ne vais pas traiter ce qui est situation géopolitique, etc., parce que ça, évidemment, c'est englobé dans la question. Bon, si on réduit la question à la dimension, encore une fois, décarboner, réduction de nos émissions. Et je ne vais pas parler non plus du réchauffement climatique, parce que oui, vous allez vivre dans un monde plus chaud que vos parents, avec plus de catastrophes climatiques, etc. Je suis désolée, mais ça, c'est un fait. Donc il y a plein de dimensions dans lesquelles la réponse est difficilement oui. Mais sur la petite dimension qui est, est-ce qu'on peut avoir une économie sans énergie fossile, où on se passe du charbon, du gaz, du pétrole, et où on produit et on consomme autant ? Cette petite question qui est quand même pas complètement négligeable, sur laquelle pour le coup on a beaucoup réfléchi, beaucoup discuté avec des experts. Et c'est pas ce que je pense. Moi, j'ai pas de boule de cristal là-dessus. Personne n'a de boule de cristal. Mais le raisonnement qu'on peut faire, et que je vous livre, que moi je fais à ce stade, c'est le suivant. C'est de dire, certes, les énergies fossiles, elles ont permis la croissance des dernières décennies, etc., parce qu'elles étaient pas chères, disponibles, etc. Mais aujourd'hui, les évolutions qu'on voit sur les énergies renouvelables, donc les énergies non fossiles, laisse espérer qu'on puisse, je ne dis pas que c'est souhaitable, je ne dis pas qu'on veuille consommer toujours autant plus, mais laisse espérer qu'on puisse produire sans énergie fossile, et donc de façon pas plus coûteuse. Et c'est quand même important. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est une question circonscrite, mais c'est envisageable de pouvoir remplacer des énergies fossiles par des énergies renouvelables sans que forcément ça soit du moins dans la petite partie de bien-être matériel qui répond pas à toutes les autres sources de mieux ou de pas mieux, mais si vous êtes comme beaucoup de jeunes ou comme mes enfants, le bien-être matériel, c'est pas quelque chose qui est complètement non plus ça veut dire beaucoup de choses. Enfin, c'est se dire qu'on a moins d'aisance matérielle, qu'on a moins de... Après, c'est un autre modèle de société. Il y aura évidemment de la sobriété. Il faudra consommer moins d'énergie au total. Il y a des tas de modes de vie qui vont devoir évoluer. Le recours à l'avion, etc. Tout ça va devoir se transformer. Mais se dire que c'est pas forcément inéluctable que sans énergie fossile, on soit moins capable de produire et de produire des richesses et du bien-être, c'est quand même quelque chose qui est une perspective qui est peut-être un tout petit peu d'espoir dans ce paysage qui n'est pas très rose. On a une petite question dans le public. Oui. Vous alliez dire quelque chose, peut-être, non ? Ok, on prend la question. Du coup, c'est parce que vous parlez beaucoup d'énergie fossile et de décarbonation. Décarbonation de la consommation et de la production. Mais vous avez vous-même à un moment parlé des 9 limites planétaires et les émissions de gaz à effet de serre, c'en est une, mais il y a plein d'autres questions environnementales qui sont à soulever et la décarbonation de l'économie, ça joue sur un facteur, mais l'acidification des océans, la pollution et plein d'autres choses comme ça, la perte de la biodiversité, c'est pas en consommant ou en réduisant son confort de vie que ça passe, en partie, mais pas que. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce qui est fait, ou qu'est-ce qui peut être envisagé ? Parce que la transition écologique, ça passe aussi sur ça, et ça passe pas uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre. J'ajoute quelques questions, parce que ça permet d'en prendre plusieurs qui me sont arrivées. Une pour
Pierre-Henri, portant sur la question, non seulement il faut orienter les financements vers des transformations des modes de production permettant d'éviter l'effondrement écologique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi couper les financements pour, au contraire, et qui existent encore, on le sait, y compris par les banques françaises, d'exploitation minière ou de projets qui, pour le coup, ont un coût carbone élevé. Autrement dit, est-ce qu'il y a là une question ? Puis j'en pose une troisième, portant sur la question du lien que vous feriez entre transition écologique et puis lutte contre les inégalités, indépendamment d'ailleurs de savoir si l'horizon est ou pas avec une croissance positive. Vous voulez commencer peut-être, Pierre-Henri, puisque ça vous permettra de... Oui, enfin, il y a la question des énergies décarbonées, puis après je parlerai des banques. Moi, vraiment, je pense que la mère de toutes les batailles, c'est quand même la décarbonation. Hein. C'est ne pas dépasser les 3 degrés. Hein. Alors certes, on est dans un système complexe, hein, toutes les limites sont interdépendantes les unes par rapport aux autres, et c'est bien un système dont on parle, hein, donc avec des... Mais effectivement, le dérèglement du système, c'est quand même ce réchauffement climatique, avec ses impacts sur la biodiversité, les impacts qui vont avoir des impacts sur l'acidification des océans. Pour moi, c'est vraiment je ne vais pas faire appel à Spinoza, mais c'est la persévérer dans l'être, c'est aussi être durable. Hein. Et ça va être ce besoin de ne pas dépasser cette limite absolue de réchauffement climatique. Et ça, il n'y a pas de secret pour ne pas... le seul moyen, c'est de se passer du fossile. Il n'y a pas de solution sans se passer du fossile. Et je pense que se passer du fossile, c'est faisable, ça demande des investissements, ça demande aussi beaucoup de planification. Il faut planifier, ça ne peut pas se faire en ordre dispersé. C'est quelque chose de cohérent. Donc on attend effectivement, et c'est vraiment politique. C'est vraiment une démarche politique de planification pour arriver à enfin se débarrasser des énergies fossiles. Ça, c'est vraiment un élément essentiel pour moi, et c'est ce que dit très bien le rapport au demeurant. Pour parler des banques, effectivement, il y a les côtés, moi avec ma BTE, je suis le good guy, hein, je ne finance que des investissements de transition. Effectivement, on aura nous aussi, côté banque, à renoncer à des investissements qui ont des impacts négatifs. Donc toutes les banques s'engagent vers des politiques net zéro, elles prennent des... Voilà, donc il faut y arriver. Ce n'est pas encore le cas. À chaque fois qu'il y a un rapport dans le monde, on voit qu'il y a une nouvelle banque qui a financé, sans le dire, de nouveau de l'extraction pétrolière, mais ça ne pourra pas durer. Et ça, c'est vraiment aussi je pense que maintenant toutes les banques en ont bien conscience. Il y a aussi pour nous quelquefois une difficulté à mesurer cet impact négatif. C'est pas simple. Donc nous, en ce moment, dans le groupe BPCE, dans les banques, on est en train de mettre en place des nouveaux systèmes de mesure de l'empreinte carbone, de l'empreinte ESG. Mais il faut qu'on change aussi notre façon de raisonner. Pour l'instant, dans les banques, on a toujours raisonné uniquement en euros. Est-ce qu'on peut rembourser la dette? Quels sont les cash flows qui vont rembourser, etc. Il faut maintenant on passe à autre chose. La réglementation va nous y aider. Elle devient de plus en plus compliquée sur la question. Mais il faut aussi qu'on s'équipe d'une double vision, effectivement monétaire, mais aussi une vision d'impact environnemental sur les crédits qu'on fait. Ça, c'est absolument indispensable. Et de toute façon, on y est contraint par la réglementation. Oui, j'ai parlé effectivement beaucoup de décarbonation parce que c'est l'objet du rapport. Et à l'horizon 2030, en fait, le point de départ, c'était vraiment de dire qu'est-ce que ça va changer, le fait de faire la réduction de nos émissions à l'horizon 2030 aux évolutions économiques par rapport à une réalité où on ne ferait pas ça. Qu'est-ce que ça va changer pour le budget, pour la fiscalité, pour les évolutions économiques des prochaines années. C'était vraiment ça le point de départ. Je disais, vous avez précisé d'ailleurs que la question était transition écologique, puis finalement sur le climat. Non, c'est climatique, ça c'est clair. Sur les autres limites planétaires, moi, la réponse honnête, c'est je ne sais pas. Je pense qu'il faut travailler la question de savoir si jusqu'à quel point d'autres ressources limitent réellement la croissance. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la croissance, c'est quoi ?
qu'est-ce qui génère de la croissance? C'est le fait que, à long terme, les gens sont plus productifs. Donc, on peut buter sur des vraies limites de ressources. Dans le cas de la transition, que je connais mieux, énergétique, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde, par exemple, il y a un gros rapport qui est sorti récemment sur les matériaux critiques, hein, qui est un des enjeux sur lesquels on pourrait avoir, sur lesquels la transition pourrait buter. En fait, quand on regarde, la capacité de substitution, de remplacer du lithium par du lithium ferrous, je veux dire, ça ne doit pas être la bonne formule, mais ou même par d'autres matières, par d'autres. En fait, les capacités, d'abord, c'est des minerais qui ne sont pas rares en soi. Donc, pour l'instant, les études qui existent laissent penser qu'il n'y a pas forcément une contrainte dure là-dessus. Il peut y avoir des contraintes parce que c'est des minerais qui sont transformés en Chine, beaucoup, donc on peut buter sur d'autres types de contraintes, mais ce n'est pas vraiment des limites planétaires, là c'est plus des enjeux géopolitiques ou de sécurité des approvisionnements, des choses comme ça. Je pense que c'est un sujet enfin voilà, moi je ne sais pas, c'est un sujet à travailler. Je suis d'accord que, et c'est pour ça que nous on s'est intéressé à ce sujet-là, c'est que le sujet de rang 1, c'est la décarbonation, même si, comme ça a été très bien dit par Pierre-Henri Grenier, les choses sont liées, hein, les ressources en eau, la biodiversité, etc. Enfin, on ne peut pas tout. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit, le secrétariat général à la planification écologique, donc, qui a été créé il y a un peu plus d'1 an en France pour justement essayer de mettre en cohérence toutes les actions nécessaires, il englobe bien toutes les dimensions, c'est-à-dire la biodiversité, les ressources en eau, la forêt. Si vous avez la curiosité de regarder sur le site du secrétariat général à la planification écologique, on a bien toutes ces dimensions. Alors, ensuite, sur transition écologique et lutte contre les inégalités, deux choses. Il y a une dimension qui est... on a écrit que la transition était intrinsèquement inégalitaire, hein, et elle l'est pour deux raisons en fait. Elle l'est parce que, d'abord, comme on l'a dit, ça suppose des investissements pour sortir de... Parce que, l'enjeu pour réduire les émissions, c'est que les gens puissent avoir des équipements qui n'émettent pas, donc puissent financer des pompes à chaleur, des véhicules électriques, rénover leurs bâtiments, etc. Et ça, c'est des investissements qui ne sont pas accessibles. Pour vous donner des ordres de grandeur, si vous n'avez pas une pompe à chaleur et rénovation d'un logement, ça représente 1 an de revenus pour des ménages de la classe moyenne. Et pour des ménages les plus modestes, du bas de la distribution des revenus, c'est 2 ans de revenus. Un véhicule électrique, ça a à peu près 1 an de revenus pour la classe moyenne, 2 ans de revenus pour les plus modestes. Et donc, au total, changer de véhicule et rénover et décarboner son habitation, c'est 4 ans de revenus pour les plus modestes. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien que sans soutien, sans aide, sans soutien financier de l'État, ça ne sera pas possible. Donc, il y a un problème de financement et il y a un enjeu complètement, extrêmement important, et c'est en ça que les politiques de prix du carbone aussi ont buté. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas d'alternative, si on interdit l'utilisation des véhicules thermiques dans les centres-villes, etc., sans que les gens aient des solutions alternatives, d'abord, ça ne sert à rien, c'est pas efficace, parce que, je veux dire, ça, c'est pas possible. Et puis, c'est juste pas acceptable. Et donc, il y a vraiment c'est en ça qu'elle est intrinsèquement inégalitaire, c'est-à-dire que, je laisse de côté le fait que les plus aisés émettent plus, hein, ce qui est aussi une autre dimension, mais on l'a écrit un peu en ces termes, ça va demander des changements de mode de vie et des sacrifices, hein, d'une certaine façon, à tout le monde. Et il faut que ça en demande à tout le monde. Parce que sinon, si certains peuvent s'exonérer de l'effort, de changement des modes de vie, de sacrifices, en payant plus cher, c'est quelque part
en termes d'inégalité, en termes d'injustice, c'est probablement pas acceptable. Donc ça exacerbe le besoin de lutter contre les inégalités. Je vais donner la parole à Florent Jallicatrice. Sans doute, je prie de vous m'en excuser, mais sans doute pour clore, puisque nous sommes arrivés au terme de la conférence. Je ne sais pas si on peut clore des propos un peu divergents comme ceux qu'on a eus, mais en tout cas, ce que je souhaiterais dire, c'est que moi, je pense que vous avez raison, monsieur. Les limites planétaires sont multiples et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les spécialistes des sciences de l'environnement, et que ces limites planétaires dépassées, elles sont déjà nombreuses aussi, et pas seulement celles du changement climatique. Je pourrais au moins ajouter, vu les événements récents que nous connaissons, la biodiversité ou les sols, leur érosion, leur qualité, l'effondrement de leur qualité, etc. Et donc, on a des communautés territoriales qui vivent cet effondrement tous les jours dans leur chair. Et on a pendant longtemps pensé que c'était d'abord les îles de l'autre côté du monde qui seraient atteintes et qu'au fond, on allait être épargnés. Mais non, l'effondrement, on le vit maintenant. Alors, si on prend au sérieux cette question-là, et je ne pense pas que ça soit révolutionnaire que de penser que ce qui nous arrive, c'est un effondrement. Je ne pense pas que ce soit révolutionnaire. Eh bien, il va falloir à la fois investir massivement, je suis tout à fait d'accord, mais des investissements qui n'auront pas comme effet des gains de productivité, et donc ça va ralentir. Et deuxièmement, il faudra ralentir aussi. Il faut qu'on sorte de ce paradigme du consumérisme et du productivisme dans lequel nous sommes encore, en fait, véritablement. Enfin, c'est une sorte d'impensé que de penser que ce n'est pas le cas. Et donc, dire qu'il faudra ralentir, je ne pense pas que ce soit outrancier non plus. Et donc, je termine là-dessus, en redisant ce que j'ai déjà dit. Vraiment, il faut que nous pensions les institutions qui seront garantes de la préservation de notre humanité. Et si ça, c'est révolutionnaire, eh bien alors, j'accepte d'être révolutionnaire. Merci à vous trois.